Surnommée le talon de la botte italienne, la région des Pouilles s'étend aux confins orientaux de la péninsule, entre les mers Adriatiques et Ioniennes. Les côtes rocheuses, parsemées de grottes naturelles et falaises escarpées, dessinent un décor singulier et enchanteur. Au cœur des terres intérieures, les cités ancestrales offrent au regard des curiosités et vestiges architecturaux riches en histoire. Toujours bien vivants, ces villages n'ont rien perdu de leur tradition, qu'ils célèbrent tout au long d'une année où se succèdent sans répit fêtes et manifestations culturelles surprenantes. C'est un voyage plein de découvertes que nous promet cette terre plurielle et vallonnée. Capitale des Pouilles côtoyant l'Adriatique, Bari est un port de tourisme et de commerce important. Chaque matin, les marins attendrissent la chair des poulpes fraîchement pêchées en usant d'une technique bien particulière. Carrefour culturel depuis l'Antiquité, le centre historique Bari Vecchia se découvre au hasard des ruelles étroites et tortueuses, qui regorgent d'une vie tournée vers l'extérieur, où l'on se retrouve aux terrasses de café sans enseigne. Les fameuses orecchiette, ces pâtes de semoule de blé dur en forme de petites oreilles arrondies, sont confectionnées sous les yeux des passants sur les pas de porte, puis mises à sécher sur des tamis de bois devant la boutique. Les clients n'auront plus qu'à passer récupérer leurs sachets, à condition d'arriver à temps. Érigée au XIe siècle, la basilique abrite les reliques de Saint-Nicolas, rapportées par les marins de la ville depuis l'Asie mineure. L'éclatante façade de calcaire blanc, la rosace majestueuse et le portail sculpté aux colonnes appuyées sur des taureaux sont un bel exemple de l'architecture romane de la région. La nef n'est pas en reste. Les fresques à la peinture dorée courent jusqu'à la chapelle, égayant les prières. Tout au long de l'année, la crypte voit défiler pèlerins catholiques et chrétiens orthodoxes qui viennent se recueillir. Au début du mois de mai, des milliers de fidèles se joignent aux habitants pour les célébrations de Saint-Nicolas qui vont durer plusieurs jours. Le long de la muraille protégeant la forteresse de Souabe, les dernières répétitions s'achèvent avant le grand défilé. L'association des marins de la transmission est en charge de l'organisation et de l'animation de l'événement. Dans un mélange palpable de bonne humeur, d'appréhension et d'agitation, des centaines de figurants revêtent leurs costumes et entrent dans la peau de leurs personnages, pour la procession historique qui doit ouvrir la festa. Point de départ des festivités, une grande icône de Saint-Nicolas est symboliquement portée à bord d'une caravelle, tractée par les participants les plus chanceux et accompagnée par les croyants les plus fervents. Les troupes et leur orchestre venus de toute l'Europe mettent en scène chorégraphies et tableaux vivants qui honorent les bonnes œuvres du saint et le retour de ses reliques dans la ville qu'il aurait, selon la légende, choisi comme lieu de sépulture.
Le spectacle se poursuit jusqu'au parvis de la basilique, où les dignitaires civils et religieux de la ville portent à l'unisson le tableau dans l'édifice, dont les cloches entonnent la gloire de son protecteur. Le lendemain, la statue de Saint-Nicolas trônant dans la cathédrale prend la direction du port, où ses reliques arrivèrent 10 siècles plus tôt, dans un cortège plus solennel mais enjoué. Dressée sur un chalutier, l'idole est exposée au milieu des flots, où les embarcations chargées de fidèles affluent pour lui rendre un nouvel hommage. En fin de journée, une foule immense envahit la promenade du Lungomare pour assister au show aérien offert par l'armée de l'air italienne. Profitant d'un dernier bain de foule, la statue est finalement ramenée vers le quartier historique baigné d'illuminations spectaculaires, conçues par des artisans spécialisés qui œuvrent depuis des décennies à donner à cette fête patronale une atmosphère magique. En longeant la côte vers le nord, on atteint le promontoire du Gargano, l'éperon de l'Italie qui pointe vers les vagues de l'Adriatique. Cette réserve naturelle, nichée sur un massif de roches calcaires, est dotée d'une biodiversité riche de plus de 2000 variétés végétales et de presque 200 espèces d'oiseaux, constituant un parc national protégé depuis 1991. Bâti sur un éperon rocheux s'avançant dans la mer, le village de Vieste est le site touristique le plus renommé du Gargano, couru pour ses longues plages de sable blanc et ses points de vue panoramiques. Cette position surplombante permettait autrefois de protéger la cité des bateaux assaillants. Cette petite ville côtière de la province de Foggia trouve ses origines dans l'Antiquité gréco-romaine. Mais ses ruelles en escalier, escarpées et corsetées de remparts, renvoient surtout à son passé médiéval, que rappellent également la cathédrale romane et le château pourvu d'un bel à-pic sur la mer, fortifié sous Frédéric II et aujourd'hui occupé par une garnison de la marine marchande. Durant la belle saison, de nombreuses échoppes d'artisans animent les rues, prêts à recevoir les touristes. Questo. Les habitants, eux, profitent du calme provisoire pour faire leurs emplettes dans le marché qui abonde de spécialités de la région, telles que le fromage de Caciocavallo. La fa, sì, sempre dopo le 9:30. Ah, dopo le 9:30, come fa? Vieste est surtout réputé pour son port de pêche, qui jouit d'une mer particulièrement généreuse en denrées marines, opulentes et variées. Après une pause bien méritée, les pêcheurs profitent du soleil déclinant de l'après-midi pour reprendre le travail. Tandis que les barques fendent les flots en toute hâte, les berges voient les lignes s'affairer et se déployer les filets depuis les pittoresques trébuchets ou trabucci. À la nuit venue, l'activité se déplace vers le port, où les chalutiers rentrent les cales chargées.
Michel, poissonnier à Peccici, la ville voisine, inspecte la marchandise à peine pêchée qu'il vendra le lendemain même, avec pour mot d'ordre une fraîcheur irréprochable. Il faut vite procéder au déchargement. Dès l'aube, les premiers clients pointeront devant son étal. Les pêcheurs plus modestes attendent les premières lueurs du jour pour lever leurs filets depuis la vieille plateforme du Trabucco, où l'on capture les seiches qui fourmillent au pied des falaises. Ces petits mollusques à tentacules, très prisés des locaux comme des visiteurs, viennent s'y nourrir de juvéniles, à l'abri de la pleine mer. À l'instar des calamars et des poulpes, les seiches abondent dans les eaux du Gargano. Pourtant, ce matin, les pêcheurs sont déçus. La mer ne s'est pas montrée très charitable. Toutefois, chacun pourra tout de même compter sur sa part des prises du jour, qu'elles soient destinées à sa consommation personnelle ou à la vente. Là, il y en a pour 4 ou 5 euros, pas plus. Des falaises rugueuses plongeant dans la mer, aux petites criques dissimulées, des cavernes naturelles creusées par le temps aux tours génoises fièrement érigées sur ces avancées rocheuses, la côte du Gargano dévoile des tableaux sans cesse contrastés. Village limitrophe de Vieste, Peccici domine un petit port que de charmantes baies et plages de sable viennent enjoliver, faisant de cette bourgade tranquille un haut lieu touristique soudain bien agité dès que l'été approche. Malgré son décor typique, la cité est bien loin du bourg qui fut fondé par des esclavons du Saint-Empire en 970 après Jésus-Christ. C'est avec plaisir que Michel nous accueille maintenant dans sa poissonnerie. Nous avons hâte de le voir à l'œuvre. Tout comme sa clientèle habituelle qui compte le jeune Domenico Ottaviano, chef talentueux du Al Trabucco di Mimi, un restaurant de cuisine traditionnelle du village. Bonjour. Bonjour. C'est de la pêche locale? Oui, c'est de la pêche locale. Là, on a quelques rougets. Elles sont vivantes? Ouais, c'est frais. C'est à manger cru. Ça, c'est très bon à faire en soupe. C'est de la raie. À peine le poisson décortiqué et emballé, Domenico file vers les champs agricoles, dont il connaît très bien les producteurs. Au pied du village, Elia cultive un grand jardin potager qui fournit toute l'année le restaurateur. Ouais, tu fais quoi? Des brocolis raves? Domenico peut se réjouir de la fraîcheur des légumes. Son maraîcher favori est à pied d'œuvre pour lui proposer des produits de saison de grande qualité, selon les besoins quotidiens du chef. C'est très important pour notre cuisine de sélectionner les meilleurs produits au meilleur moment. Et pour cela, nous devons être proches du producteur. C'est vraiment très important d'être là. Nous nous connaissons depuis qu'on est tout petit. On a grandi ensemble. Nous avons un rapport familial. Je connais le père, le grand-père. Et puis tout le monde du restaurant Trabucco. Ici, nous avons un terroir très particulier. Comme nous sommes à côté de la mer, nous avons une terre très fertile, ce qui nous donne de bons produits. Ça, ce sont des fèves. En dialecte, on dit vungalo.
Et on les mange crus comme ça. Non loin de là, le trabucco familial abrite le restaurant de Domenico, auquel il a donné son nom. Dans la famille Ottaviano, depuis 5 générations, ce trébuchet n'a jamais cessé son activité. Chaque membre de la fratrie met la main à la pâte pour maintenir en état ce très vieil édifice. Carlo, le père du restaurateur, n'hésite pas à faire appel à ses amis pour les travaux les plus ardus. Tu es trop haut. En bas, je suis bon. Tu te rends pas compte de là où tu es. Ce trabucco, c'est une passion. C'est une histoire d'amour. On ne peut pas le voir comme un simple outil de pêche. C'est une histoire d'amour et c'est tout. C'est comme une belle femme. Il faut toujours le caresser, le maintenir en état de fonctionner. Voilà, c'est l'histoire du trabucco. Emblématiques des côtes du Gargano, les trabucci puisent leurs racines chez les Phéniciens, qui les auraient imaginés il y a 2000 ans pour remédier aux aléas d'une pêche affectée par les tempêtes. Les cabanes sont nichées sur un ponton de bois en surplomb des flots. Suspendus à de longues perches, les filets plongent dans les fonds marins, surprenant le passage des bancs de poissons. Sur le pont, Salvatore procède comme chaque jour à la découpe du calamar, sous l'œil un brin moqueur de Giuseppe. Tu nous prépares le repas, là? Allez, d'abord le chantier, on y pensera après. Immergés et bercés au gré du ressac afin d'en attendrir la chair, les seiches sont finalement remontées pour être nettoyées et vidées. Prochaine étape, le grill. Les cuisines sont en ébullition. Inspiré par ses trouvailles de la matinée, Domenico a enfilé sa tenue de chef et donne ses consignes à sa brigade. Chacun à son poste s'emploie à magnifier les produits simples de la région et à en faire ressortir toutes les saveurs. Les assiettes sont enfin finement dressées. Nous proposons une cuisine fraîche, une cuisine qui respecte les saisons de la mer et de la terre. On utilise des matières premières locales et puis nous essayons autant que possible d'agriculture biologique. L'objectif est de valoriser des espèces peu connues, comme le poulpe ou le hareng. Graziano, c'est prêt, tu peux servir. Les terrasses installées sur le ponton sont pleines de monde. Habitués ou vacanciers bien informés, les clients apprécient tant le fumet des plats que le cadre singulier qui offre une vue imprenable sur l'horizon. La grigliata di pesce dall'Europa. Alors que la nuit tombe, Carlo, toujours concentré sur ses cordages, a bien du mal à quitter son perchoir. Loin de l'agitation de la mer, dans les hauteurs de la péninsule, la Foresta Umbra est une des rares forêts primaires d'Italie. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le poumon du Gargano promet une balade aussi envoûtante qu'inquiétante, tant les chênes verts, les tilleuls, les pins et les érables, enfin, les hêtres monumentaux,
organisent un parcours ténébreux d'où provient le nom de cette sombre forêt. Divisées en zones d'accès très réglementées, certaines interdites au public, les bois d'Umbra demeurent un terreau fertile à la reproduction des nombreuses espèces animales et végétales qu'ils accueillent. Bien plus au sud, sur la côte, Polignano a Mare, surnommé la perle de l'Adriatique, est un village perché dont le petit port incarne à lui seul la douceur de vivre si propre à la région des Pouilles. Édifiée au IVe siècle avant Jésus-Christ par les colons grecs sous le nom de Néapolis, la citadelle est ensuite passée sous le contrôle des Romains, qui la renommèrent Polineanum. Vestige de cette période impériale, le spectaculaire viaduc, dit Ponte la Mamone Achille, autrefois traversé par la voie Trajane, enjambe un ancien cours d'eau et fait face à la crique très fréquentée de Cala Porto. La cité sera ensuite tour à tour byzantine, normande, connaîtra les règnes angevins et aragonais, puis vénitiens, des tribulations politiques lointaines qui ont pourtant laissé leurs empreintes culturelles et architecturales. L'Arco Marchesale est une intimidante porte en pierre et le passage obligé pour pénétrer la vieille ville et en découvrir la place centrale où prolifèrent les terrasses. En déambulant dans les ruelles sinueuses, le promeneur attentif remarquera les inscriptions poétiques peintes en blanc et en noir dispersées dans les coins et recoins des allées. Certaines sont l'œuvre d'auteurs prestigieux tels que Le Tasse. Les courageux qui grimperont jusqu'au balcon se verront récompensés d'une vue admirable sur le littoral. À l'écart de l'agitation, l'atelier de Peppino Campanella est ouvert aux visiteurs. Natif du village, c'est tout naturellement que l'artiste est revenu aux sources de ses racines et de son inspiration après ses études à Florence. La passion du sculpteur pour la mer, ses couleurs si nuancées et sa lumière si contrastée, nourrissent sa réflexion et son travail depuis toujours et l'ont finalement porté vers la création de luminaires. J'utilise le verre, car c'est le meilleur diffuseur pour la lumière. Nous travaillons le verre de manière à reproduire des effets qui rappellent les reflets de la mer, comme des reflets liquides. Et c'est ça qui me plaît dans le verre. Les premiers verres que j'ai travaillés étaient des morceaux qui avaient été façonnés par la mer et que je trouvais sur les plages, taillés par la nature, et que j'utilisais tels quels, sans même les retailler. Très consciencieux, le sculpteur répète inlassablement des gestes précis et délicats, comme s'il manipulait de véritables pierres précieuses. Au sud du village, d'innombrables plages protégées par des dunes côtières font le bonheur des amateurs de bains de mer et de farniente. Mais la région est également connue pour son formidable effort agricole. Les Pouilles concentrent la plus grande quantité d'oliviers du pays, dont elles produisent près de 40% de l'huile d'olive chaque année. Au cœur des plantations surgissent les toits coniques des fameux trulli. Ces petites constructions arrondies, édifiées en pierre souvent peintes en blanc, sont typiques du plateau des Murges, la région centrale des Pouilles. Les plus anciennes de ces bâtisses rurales remonteraient au XIIe siècle, constituant tantôt un habitat saisonnier d'ouvriers agricoles, tantôt le foyer de paysans.
Beaucoup de ces troulis sont aujourd'hui en ruine, envahis par la végétation. Pourtant, ces curieux abris suscitent depuis quelques années un regain d'intérêt. Habitat singulier de campagne ou lieu de villégiature pour vacanciers, les troulis connaissent une seconde vie. Chantiers de restauration et d'extension se multiplient en suivant des règles cependant strictes. Les troulis sont des constructions typiques de la vallée d'Itria. Elles sont inévitables dans cette partie du territoire des Pouilles. Leur particularité est liée au type de pierre utilisée, très abondante dans cette région, et qui se prête volontiers à ce genre de travail. La pierre que l'on trouve ici, dans le coin, elle est de type calcaire. Elle est vraiment très résistante et se travaille aisément. Pinto et son apprenti Lucas font partie des rares troulistos, des artisans formés à la réhabilitation de ces cahutes si particulières, qui demandent un savoir-faire irréprochable. L'élaboration de la forme conique des toits est particulièrement laborieuse et nécessite des heures d'un ouvrage méticuleux qui oblige les ouvriers à mesurer, tailler, ajuster sans relâche les blocs de granit pour enfin les assembler un à un. Une fois constituée, la voûte en pierre de taille sera recouverte de petites lauses, disposées en assises inclinées qui protégeront la maison des infiltrations. L'intérieur plutôt lumineux présente de modestes pièces en enfilade. Très épais, les murs de pierre assurent une certaine fraîcheur en été et conservent la chaleur en hiver. Le Val d'Itria est parsemé de ces maisons coniques dont les toits pointus percent le paysage de toute la région. Nous ne pouvons fouler le sol de la vallée sans aller à la rencontre d'Alberobello, connue comme la capitale des troulis. Cette petite ville en compte en effet 1500 dans les seuls quartiers de Monti et d'Aia Piccola, d'ailleurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les troulis y sont en effet soigneusement conservés. Tous les 2 ans, leurs murs sont badigeonnés à la chaux afin d'en ralentir l'oxydation qui en affadit la couleur. Là où les troulis bordant les rues de l'Aia Piccola échappent au tourisme et demeurent des logis, celles du quartier Monti ont pour beaucoup mué en échoppe de souvenirs. À peine plus au nord s'étendent les faubourgs de Putignano, situés dans la province de Bari, un peu à l'écart des côtes. Cette petite commune est réputée pour son carnaval, le plus long d'Italie et le plus ancien d'Europe, qui s'ouvre tous les ans en date du 26 décembre pour une fête continuelle jusqu'au Mardi Gras. Logées en bordure de la ville, les forges du Campanoni abritent l'atelier des maîtres du papier mâché, travaillant sans répit à la conception des fameux chars allégoriques, des sculptures très techniques qui donnent vie à des tableaux romantiques, satiriques et virulents. Ces miroirs des préoccupations contemporaines sont les produits d'un thème chaque année imposé et renouvelé, sur lesquels se penchent des dizaines d'artistes. L'imagination et l'interprétation de chacun feront la différence, et naître des œuvres aussi différentes qu'étonnantes. Le jour du Mardi Gras, toute la population de la ville et des environs a investi le quartier historique. Pour la clôture des festivités, les badauds se prêtent volontiers au jeu du déguisement, du chant et de la danse de rue, perpétuant ainsi une tradition vieille de plus de 600 ans. Le carnaval de Putignano puise en effet ses origines en 1394, alors que la côte des Pouilles était régulièrement la proie d'assaut des Sarrasins. La crainte du pillage poussa les autorités à déplacer le 26 décembre les reliques de Saint-Étienne de la ville côtière Monopoli vers Putignano, protégée à l'intérieur des terres. Les agriculteurs locaux accompagnèrent selon la légende la procession sacrée qui devint au fil des siècles un défilé bon enfant sans plus de caractère religieux.
Le carnaval reste toutefois l'occasion pour les artistes de transmettre un message, parfois avec exubérance et souvent avec humour. Musiciens, comédiens et funambules ont cette année encore redoublé d'efforts pour fournir un travail millimétré et offrir un spectacle éblouissant que ne font que souligner les jeux de lumière qui percent l'obscurité. Le défilé se terminera tard dans la nuit et marquera la fin du carnaval. Nous quittons avec regret ce ballet féerique pour prendre la route du sud et rejoindre la province de Tarent. Impossible d'y faire l'impasse sur Grottali, véritable capitale de la céramique. La ville est établie sur un territoire calcaire, caractérisé par la présence de grottes et de vastes et profonds ravins qui se prêtent tout particulièrement à la formation d'argile abondante dans la région. Grottali a su en tirer le meilleur parti, développer son activité et bâtir son essor commercial grâce à la céramique, dont le centre-ville compte de nombreuses fabriques très réputées et même un musée dédié. Personnalité locale, Nicola Fasano est issu d'une famille de céramistes depuis 18 générations. Son carnet de commandes s'étend au monde entier. C'est important pour moi de montrer tout ce que l'on est capable de faire dans notre structure. Elle a beau être très ancienne, cette fabrique est toujours prête à inventer de nouvelles idées et transformer l'argile en quelque chose d'utile. À 70 ans passés, Nicolas n'a rien perdu de sa passion pour un métier qu'il ne cesse de réinventer. J'ai commencé ce travail il y a 50 ans, avec mon grand-père qui m'a appris les techniques de base. Il m'a transmis aussi la passion de la céramique et de ce métier, qui pour moi est devenu un art. Très souvent, je m'inspire d'artistes connus tels que Miro, Mondrian ou encore Picasso. Mais j'ai aussi développé mon propre style. Loin de l'image de l'artiste solitaire, Nicola Fasano n'hésite pas à s'appuyer au quotidien sur des artisans qu'il emploie en fonction de leur spécialité. La peinture, par exemple, peut se révéler délicate. Tout est dans le détail, comme cette moustache surprenante dessinée sur le visage d'une silhouette féminine. Une fois achevées, les pièces sont exposées dans la galerie troglodyte qui compte de nombreuses réalisations, tout entièrement faites main. Les pièces les plus monumentales débordent quant à elles jusqu'au toit de l'atelier. Plantations d'oliviers, vignes ou agrumes, les Masserias sont indissociables de la région des Pouilles. L'histoire ancienne de ces immenses exploitations agricoles fait la fierté de leurs propriétaires, à commencer par Angelo Lipolis.
Une masseria, c'est une ferme agricole, un lieu de travail où, entre les 15e et 16e siècles, les grands propriétaires terriens ont regroupé une grande quantité de matériel et ont fait construire de nombreux bâtiments pour optimiser le travail des paysans qui labouraient et cultivaient les terres. Il y a aussi des endroits pour stocker les marchandises et les produits de l'agriculture. En fait, c'est un village agricole. Tout près de la masseria Palombra que dirige Angelo, la petite cité d'Oria, bâtie sur une colline, trône fièrement au-dessus des champs alentours. Longtemps théâtre d'incessantes querelles entre puissants, la ville a aujourd'hui retrouvé son calme, sans rien perdre de son attrait. On y visite la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, d'architecture baroque, célèbre pour sa coupole en mosaïque polychrome. Surnommée le Petit Saint-Pierre, l'église renferme de grandes fresques du XVIIIe siècle, des statues des écoles vénitiennes et napolitaines, mais également la crypte où reposent 11 momies. En bordure de la vieille ville, Angelo aime s'approvisionner à la fromagerie Pipino. Bonjour, j'aimerais de la tagliatella et de la mozzarella, mais j'aimerais d'abord goûter la mozzarella. Bien sûr, vous allez me dire ce que vous en pensez. La famille, tout va bien ? L'arrière-boutique révèle le laboratoire de création et de fabrication des produits. C'est ici que Giuseppe et son épouse démontrent tous les jours leur maîtrise d'un savoir-faire hérité de leur famille et dont le fromager ne semble jamais se lasser. Ses gestes minutieux, sa cadence précise et ses recettes suivies à la lettre lui permettent de confectionner comme aucun de ses concurrents les spécialités qui font la renommée de la gastronomie des Pouilles, la mozzarella et la burrata. Dans les Pouilles, nous avons un microclimat particulier qui dépend à la fois des aléas de la mer et du vent et qui est à l'origine d'une certaine typologie d'herbe. L'animal qui se nourrit de cette herbe produit un lait unique que l'on ne trouve que dans notre région. La chaîne de production de la mozzarella, de la stracciatella et de la burrata rentre en adéquation parfaite avec l'utilisation de ce lait si particulier et qui convient au processus de fabrication. C'est avec une certaine fierté que Giuseppe termine sa démonstration par le moulage de la burrata. Dans la boutique attenante, Angelo termine ses achats avec une satisfaction peu surprenante. C'est le roi de la mozzarella, Pipino. Cela fait 7 générations que cette famille travaille chaque matin avec du lait frais d'origine biologique. Et une fois encore, le résultat est là. C'est la meilleure mozzarella des Pouilles. Les masserias sont aujourd'hui nombreuses à s'être converties en chambres d'hôtes, proposant des séjours de découverte de la gastronomie régionale. À Palombara, le chef de cuisine vient chaque jour puiser son inspiration dans le grand jardin potager, cultivé en agriculture biologique. Ce lieu suscite chez moi beaucoup d'émotions. J'ai de l'amour pour cet établissement. Ma femme et moi l'avons reçu de mes parents. Cela fait plus de 5 générations qu'il appartient à notre famille et c'est un grand privilège. Cette masseria est constituée de bâtiments historiques, construits entre 1550 et 1850. Nous avons 20 chambres et nous accueillons des gens du monde entier qui viennent découvrir la culture des Pouilles, la bonne nourriture et aussi le bon vin. Justement, les premiers convives sont prêts à se mettre à table.
En cuisine, le jeune chef s'active et s'applique pour ne surtout pas les décevoir. Son secret, la simplicité. La cuisine des Pouilles est réputée pour être franche, saine et conviviale. La qualité et la fraîcheur des produits mis en avant n'ont nul besoin d'artifice. Un filet d'huile d'olive et les assiettes peuvent quitter les cuisines. En prenant la route du sud, nous poursuivons notre exploration des délices régionaux en allant à la rencontre de viticulteurs apuliens. Si la région produit différents cépages, le Primitivo en est l'un des plus emblématiques. Similaire au Zinfandel américain, il descend tout comme son cousin californien du Tribidrag, un cépage croate. Bénéficiant d'un climat chaud qui donne à cette variété de raisin noir une saveur intensément fruitée, le Primitivo fut d'abord cultivé par les moines bénédictins, qui lui donnèrent ce nom en référence à sa maturation précoce. Il est d'ailleurs fréquent de voir sa récolte commencer dès le début du mois d'août. Dans le vignoble de la famille Morella, les vendanges se font en chansons. Chaque parcelle de l'exploitation donnera un vin bien distinct. Les vignes les plus anciennes ont plus de 75 ans et permettent généralement d'obtenir les vins les plus goûteux du domaine. Selon les principes de la biodynamie, la cueillette se fait à la main et les grappes sont transportées dans de petites cagettes pour ne pas être endommagées. Malgré ses airs débonnaires, Gaetano veille au grain. Il s'assure que les récoltes ne soient pas mélangées. Dans la cantina, du tri au pressage jusqu'à l'élevage, chaque étape de fabrication du vin est dûment contrôlée. Lisa, l'épouse de Gaetano, met du cœur à l'ouvrage. D'origine australienne, la viticultrice est tombée sous le charme de la région et son terroir, qu'elle n'a plus quitté, et qu'elle se donne pour consigne de connaître sur le bout des doigts. Pour faire un excellent Primitivo, il faut avoir de belles et vieilles vignes, comme celles que l'on peut voir là. C'est essentiel. Si on ne part pas d'un bon produit, on n'obtiendra jamais un Primitivo satisfaisant. Longtemps réservé aux vins en vrac ou aux assemblages, le Primitivo est remonté ces dernières années dans l'estime des œnologues, notamment grâce à un niveau d'exigence renforcé pour recevoir l'appellation d'Imandouria. Direction Ostuni, où l'ingénieur agronome Antonio Caprilia dirige une association luttant pour la sauvegarde des légumes anciens de la région. Ces terrains ont été laissés à l'abandon pendant 40 ans. Au Moyen-Âge, ils étaient cultivés en potager pour nourrir le village, qui s'appelait alors Mezzapico. La première idée qui nous est venue a été de travailler en bio, parce que nous avons la connaissance pour, et parce qu'on est à côté d'une ville. Ce que l'on voit là, ce sont uniquement des variétés anciennes de la région des Pouilles, que l'on peut de nouveau planter grâce à la contribution du conservatoire de Bari
et au travail des producteurs. Nous cultivons ces légumes, nous les multiplions et les sélectionnons et nous essayons d'en améliorer la qualité. Ville touristique prisée, Ostuni trône sur un promontoire caressé d'une vaste plaine couverte d'oliviers, dessinant un chemin jusqu'à la mer. Le dédale de ruelles qui ne nous étonne plus se distingue cependant des villes voisines par un éclat certain. Ostuni est en effet surnommée la ville blanche, bien peu de ses bâtisses ne semblant faire exception. Cette coloration si particulière était autrefois due à la chaux, dont les habitants de la ville enduisaient leurs maisons pour éviter d'être atteints par la peste, une plaie qui frappait alors régulièrement la région. À la fin du mois d'août, la ville célèbre Saint Oronce, à qui les croyants attribuent la disparition de l'épidémie au sein de la cité au XVIIe siècle. Une grande statue du saint, faite d'or et d'argent, fut alors édifiée avec l'aide du Vatican par un artiste napolitain. Acheminée et escortée jusqu'à la ville, elle honore encore chaque année les bienfaits d'Oronce de Lecce, au cours d'une longue procession qui voit l'idole traverser toute la cité sous le regard attentif des passants. Une grande et solennelle parade de chevaux ferme le cortège. Les efforts des cavaliers, la tenue de leur monture et le soin pointilleux porté à leur costume se voient récompensés d'un concours d'élégance très apprécié du public. Clou du spectacle, la soirée s'achève avec un traditionnel et magistral feu d'artifice offert par la mairie. Située au sud des Pouilles, la ville de Lecce est la capitale de l'architecture baroque et rococo. Étendard majestueux des fantaisistes maîtres tailleurs de pierre, la basilique Santa Croce mérite à elle seule une visite pour en admirer l'exubérante façade entièrement sculptée de motifs variés. Elle a été construite entre les XVIe et XVIIe siècles par les plus grands architectes de la cité. Le grand amphithéâtre romain témoigne du prestige de la ville sous l'empereur Hadrien. Bâti entre les 1er et 2e siècles avant Jésus-Christ, il ne fut découvert et excavé qu'au début du XXe siècle. Lecce compte plus de 40 églises que l'on devine à travers les rues piétonnes très fréquentées. Tout près de l'amphithéâtre, la place Sant'Oronzo est le cœur battant du centre historique. Dominée par une statue de son saint patron hissée sur une colonne antique, la place est cernée de palais de différentes époques, mêlant esthétique gothique, architecture de la Renaissance et style baroque. Sous le kiosque, l'orchestre égaye les promenades de grands morceaux classiques. À l'extrémité du talon de la botte, le Salento arbore une vaste plaine d'oliviers plongeant sur la côte ouest vers les plages de sable fin de la mer Ionienne. L'eau turquoise et chaude y invite à des heures de baignade, le nez pointé vers les falaises lumineuses et sculptées par le temps. Piscine naturelle parmi les plus visitées au monde, la grotte de la Poésie est le résultat des mouvements de la mer,
creusant la roche au fil des siècles. Sa forme elliptique attire chaque été des plongeurs audacieux, curieux de découvrir les inscriptions grecques et latines gravées sur ses parois. Bain de soleil, sieste bercée au gré des flots, virée en bateau, le sud italien ne pourrait déployer davantage de charme. C'est à la croisée des mers Adriatiques et Ioniennes que nous laissons la région apulienne à sa fameuse Dolce Vita. De la créativité inspirante des artisans à la générosité de la gastronomie, des récifs sauvages et envoûtants à la précision de l'architecture, les Pouilles nous auront offert une immersion délicieuse que l'on a hâte de renouveler.